Madame la maire, chers collègues, nous sommes donc invités ce soir à débattre de la question de la densité et de la cohérence des quartiers. En préambule, permettez-moi de souligner cet aspect un peu surréaliste de la présentation de M. Semril, qui nous invite à débattre à partir de propositions. Donc prenons nos petits boîtiers et bien sûr la proposition qui semble la plus, en tous les cas la mieux présentée, la plus respectueuse de la ville de Rennes d'après vous et de la vie des Rennais d'après vous est tapez 4. Donc tapez 4, s'il vous plaît, c'est votre dernier mot. Donc non, il ne s'agit pas d'un débat à partir de vos propositions puisque nous ne les avions pas et que d'ailleurs dans ce débat, vous avez refusé le droit aux personnes qui se sont mobilisées, qui ont beaucoup travaillé pour réunir ces 1000 signatures, à présenter elles-mêmes leur PowerPoint, c'est-à-dire leurs propositions et ce qu'elles ont pu faire de façon tout à fait détournée. Donc vous, Madame la maire, qui êtes une maire, mais voilà, une maire, oui. En tous les cas, une partisane de la démocratie participative, permettez-nous de dire que nous regrettons fortement la forme de ce débat. Je ne vais pas reprendre l'ensemble de votre citation lorsque vous avez été nommée deuxième meilleure maire du monde, juste une phrase. Ces périls exigent au contraire de prendre des risques. Ils demandent de davantage faire confiance à l'intelligence, à l'expérience, à l'expertise des habitants. Ce soir, vous n'avez pas permis aux habitants de participer au débat. Vous me direz que c'est peut-être le règlement. Je crois plutôt que vous n'avez en fait pas voulu prendre de risques et vous n'avez pas fait confiance à l'intelligence des habitants. Nous comprenons leur déception, voire leur colère, et les félicitons pour l'importance du travail qu'ils mènent pour faire bouger les choses dans cette belle ville. Densité et cohérence des quartiers. Deux sujets pour lesquels notre groupe n'a cessé de vous interpeller au cours de ce mandat par le biais de diverses communications sur ces bancs ou sur ceux de la métropole. Et vous, de votre côté, sur ces bancs ou sur ceux de la métropole, n'avez cessé de nous répondre que ces sujets ne faisaient pas débat auprès des Rennais, c'est QFD. Alors aujourd'hui, à quelques mois d'échéances électorales qui remanieront les compositions du conseil municipal de Rennes et de Rennes Métropole, force est de constater que oui, il y a bel et bien un débat sur ce sujet. Et nous ne pouvons que nous féliciter que ce débat soit à l'initiative d'un collectif de Rennais, de plusieurs collectifs de Rennais. Durant le processus de révision de notre PLU, de nombreux témoignages de Rennais, la plupart du temps constitués en association ou en collectif dans différents secteurs de notre ville, je ne vais pas tous les citer, ont mis en lumière des inquiétudes que nous pouvons aisément qualifier de légitimes quant au profond changement de morphologie et de structure de leurs quartiers respectifs. Nous regrettons profondément qu'un tel débat, c'est décidément le terme du soir, pourtant fondamental pour nos politiques d'urbanisme et qui va au-delà des débats techniques de PLU, mais qui s'intéresse à la cohérence globale de notre ville, nous regrettons donc que ce débat n'intervienne d'une part en toute fin de mandat, à la veille d'une période préélectorale, et d'autre part au lendemain de l'adoption du PLU révisé de Rennes, malgré, je le rappelle, notre vote défavorable. Admettez qu'il y a quand même un problème de chronologie dans les événements. Que penser de l'efficacité de la fameuse opération de concertation Rennes 2030 ? Prenons l'interpellation de ce soir comme témoin. La restitution des débats et autres événements de Rennes 2030 et la révision du PLU n'ont vraisemblablement pas permis de répondre aux questions et aux inquiétudes des Rennais sur la densification et les formes urbaines que devra adopter notre ville pour les prochaines décennies. C'est dommage car il est juste de reconnaître que cette opération a suscité l'intérêt de nombreux Rennais qui ont apporté de nombreuses contributions. Et vous disiez vous-même, Madame la maire, lors de la restitution, que les Rennais souhaitaient plus de nature en ville, moins de construction à tout va, plus de respect du patrimoine. Le fait même que l'interpellation ce soir du conseil municipal ait lieu à l'initiative de collectifs rennais illustre que cette onéreuse opération de concertation était surtout une opération de communication dont la facture revient aux contribuables. Trop de contributions des Rennais sont restées lettres mortes et cette déception, voire cette frustration, explique en partie la montée de la contestation dans différents quartiers. Cela montre que si Rennes 2030 a posé de bonnes questions, vous n'y avez pas apporté de bonnes réponses. Alors oui, nous avions souscrit aux principes énoncés aux orientations du PADD. Et oui, nous avons à de nombreuses reprises exprimé nos inquiétudes quant à la traduction concrète de ces orientations.
À ce sujet d'ailleurs, à l'issue de la consultation des personnes publiques associées de l'enquête publique, le rapport des commissaires enquêteurs nous avait donné raison et pointé du doigt ce hiatus entre vos ambitions et les traductions concrètes. La question est, semble-t-il, de savoir si l'objectif actuel de production de logements à Rennes est compatible avec le maintien de ce qui fait un des atouts majeurs de notre territoire, à savoir sa qualité de vie. L'objectif affiché par la ville, on vous l'avait dit, est de 1 500 nouveaux logements par an avec 95% de renouvellement urbain et l'objectif de consommer moins de 70% du potentiel urbanisable. Mais aujourd'hui, cela a été dit également par les citoyens, mais aujourd'hui, ce sont près de 2 500 nouveaux logements, alors quand même très régulièrement, Monsieur Semril, en tous les cas, vous dépassez très régulièrement vos objectifs, qui sont livrés intra-rocade. Vous en êtes fiers, et nous savons bien que même si la France manque globalement de logements, ce n'est pas ou moins le cas à Rennes Métropole. Vous imposez donc une course en avant du chiffre de production de logements, mais à quel prix? Votre autre argument, Monsieur Semril, et un jour il faudra qu'on débatte vraiment de cet argument, est de dire que les 1000 premiers logements servent aux besoins des Rennais et que ce n'est qu'à partir du 1001e que l'on peut accueillir de nouveaux habitants. Alors, quelle est l'origine de ce calcul? Comment expliquez-vous cela aux Rennais? Est-ce que c'est vraiment valable tous les ans? Est-ce arbitraire? Est-ce quelque chose sur lequel on n'a absolument pas de prise? Vous dites également que vous voulez construire, mais pas exclure. Mais vous ne cessez, Monsieur Semril, de nous expliquer, à longueur de conseil, que grâce à votre politique, le logement ne serait pas cher à Rennes. Et c'est d'ailleurs cet argument principal que vous avez avancé pour justifier, à travers le PLU et le PLH, avec, il est vrai, au sein de ce conseil, en janvier dernier, un certain talent oratoire. Monsieur Puil, dans d'autres assemblées, a également apporté cette réponse du prix du logement pour justifier le PLH de Rennes Métropole, avec également, je vous le reconnais, un certain talent. Sauf que, à notre grand regret, ce débat n'était pas celui du PLU, mais la répétition générale de la présentation du bilan à mi-parcours du PLH de Rennes Métropole qui nous a été faite au Conseil le mois dernier. Tout cela est très technique, mais quand même. Concernant le coût du logement à Rennes, permettez-moi d'énoncer ces quelques analyses de l'Audiard, publiées dans sa note Tour d'horizon des marchés de l'habitat, premier chiffre 2018. Pour les constructions neuves, les courbes du marché sont étroitement liées aux dispositifs gouvernementaux. Deuxième point, l'actuelle envolée des tarifs des terrains à bâtir en périphérie rennaise mène à un possible coup d'arrêt dans le secteur du bâtiment, faute de ménages en capacité budgétaire d'acheter. Pour la promotion immobilière privée, le prix au mètre carré a progressé partout sur notre aire urbaine, plus 15% à Rennes, 22% en périphérie et 21% en couronne. La hausse de ces coûts provoque une difficulté à faire rencontrer l'offre et la demande, et en 2018, il y a une baisse du volume des ventes aux ménages investisseurs. De plus, 2018 fait également apparaître un questionnement sur la capacité budgétaire des ménages à pouvoir acheter en résidence principale à Rennes. L'augmentation des coûts de construction provoque d'importants problèmes de marge pour les promoteurs pour vendre des logements en accession sociale dont les prix sont plafonnés. Pour le marché de l'occasion, oui, les prix médians sont relativement contenus par rapport aux autres grandes métropoles, mais attention, ces chiffres se basent sur des logements types, le fameux T3 ou la maison de 100 mètres carrés. Il existe une adéquation avérée entre le niveau du prix et la qualité des produits. Et une hausse des prix est particulièrement amplifiée à Rennes en 2018, certainement liée, selon les experts, à l'effet LGV. Alors, arrêtons-nous quand même encore quelques instants sur cette mécanique de hausse de prix, puisque c'est un argument que vous portez très fréquemment. C'est en fait votre politique du logement à prix encadré qui, arithmétiquement, fait s'envoler le prix de l'accession libre. Pourquoi ? Le PLH de Rennes impose, pour toute nouvelle construction, 25% de logements sociaux, 15% d'accession aidée et 20% de logements dits régulés. Ceci dit en passant, il y a quelques interrogations sur l'attribution des logements dits régulés. Soit en tout 60% de logements aidés et régulés d'une construction nouvelle contre 50% pour le PLH précédent. Sur ces 35% de logements aidés, la municipalité fixe le prix tout en ne subventionnant que très peu ces constructions.
Pour le promoteur, c'est 100 € de subvention pour 1 000 € de perte en mètre carré sur les logements aidés. Et comme rien n'est gratuit dans ce bas monde, si les promoteurs construisent à perte des mètres carrés de logements neufs, c'est mathématiquement le prix de l'accession libre qui augmente afin que le programme soit rentable. Vous savez, c'est les fameux 40% d'accession libre que vous oubliez régulièrement. C'est donc bien votre politique d'encadrement du prix de plus de 50% d'une résidence neuve qui entraîne et qui entretient la forte augmentation du prix au mètre carré pour l'accession libre. Par exemple, le programme de l'îlot de l'octroi, pour lequel l'accession libre peut aller de 5 500 € à près de 10 000 € du mètre carré. Quelque part, on peut se demander si vous n'organisez pas un peu la hausse des prix de l'immobilier à Rennes. Il suffit pour cela de côtoyer un certain nombre de Rennais ou de métropolitains, d'horizons différents, de statuts, de revenus différents, de compositions de familles différentes et surtout de projets différents pour s'apercevoir que non, le logement n'est pas cher à Rennes. Et donc oui, le logement est de plus en plus cher à Rennes et dans sa métropole. Avec ces quelques éléments, je tenais à amender les propos de M. Semril et de M. Puil concernant le coût du logement à Rennes. Les Rennais qui assistent à notre débat disposeront ainsi de tous les éléments pour faire leur propre analyse sur ce sujet. Votre argument de construire pour ne pas exclure ne tient pas, car tout un pan de Rennais qui ne peuvent bénéficier de l'accession aidée ou régulée voient, eux, les prix flamber et sont de fait exclus de la ville, si M. Semril. Mais revenons à la politique de l'urbanisme. Depuis de nombreuses années, 5 points de mécontentement apparaissent très largement partagés par de nombreux Rennais: l'intensité urbaine ou densité, le respect du patrimoine bâti, les formes urbaines, le stationnement, la concertation et le mode de décision de la politique d'urbanisme à Rennes. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ces points qui ont été déjà largement abordés en ces lieux. Intéressons-nous donc à cette question de la densité, qui est un point majeur de l'interpellation des citoyens ce soir. La densité, c'est le fruit de la volonté de construire beaucoup de logements tout en maîtrisant l'étalement urbain. Aussi, la notion de ville compacte a été initialement définie par opposition à celle de la ville étalée et donc spontanément associée à celle de la densité. Cette densité répond à plusieurs préoccupations et plus particulièrement au souci d'économie d'espace. Les experts s'accordent à dire qu'il existe bien une forme de corrélation entre la densité, plus précisément la densité humaine, habitat et emploi, et la consommation d'énergie pour les déplacements du quotidien, consommation qui augmente en dessous d'un certain seuil de densité. Des études montrent que tout se passe comme si, au-dessous d'un certain seuil, un territoire décrochait inéluctablement vers le tout automobile. Et alors, les distances augmentent, la part de la marche à pied et du vélo se réduit, le niveau de service des transports en commun s'effondre et la voiture devient la seule solution. La fonction consommation-densité montre également que la surdensité n'est nullement un objectif intéressant. Le peu d'économie d'énergie qu'elle apporte ne vaut pas la perte de confort et de viabilité qu'elle induit. En résumé, la densité n'a d'intérêt et ne peut se justifier que si elle est associée à une offre de services urbains élémentaires. On en a parlé. Le facteur clé n'est donc pas la densité, mais en réalité la masse critique de population rassemblée à distance piétonne d'un centre offrant ses services. Ces services de proximité sont la base de la mixité fonctionnelle. Ces éléments nous ramènent à la nécessité de maintenir à tout prix ce qui fait le poumon de nos quartiers, ces petits centres commerciaux de quartier, pourtant tant délaissés ces dernières décennies et que vous semblez redécouvrir ces dernières années. Nous devons imaginer la ville des courtes distances, concept parfaitement décrit par un groupe de travail sur la ville économe qui avait été organisé par la Commission européenne en 2011. Notre ville dispose d'atouts singuliers, un riche réseau de quartiers pour lesquels une ville de courte distance peut s'appliquer. Vous savez, ce sont les fameux villages dans la ville, chers à notre cher Bruno Chavana. Il ne tient qu'à l'audace des décideurs politiques d'inventer et surtout de mettre en œuvre ce nouvel art de vivre que vous avez tant décrié, mais qui est certainement en phase avec notre identité locale. C'est d'ailleurs cette configuration qui s'est spontanément imposée dans des écoquartiers de densité moyenne. Alors, je suis restée en France, comme le quartier de Beaune à Grenoble ou celui des Capucins à Angers.
Eu égard au nouveau quartier rennais que vous avez imaginé et construit de toutes pièces, nous avons en la matière de vraies marges de progression. Pourquoi ne pas accepter de diminuer la densité en augmentant de façon maîtrisée l'étalement, mais en construisant de vrais écoquartiers? Et c'est ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, Monsieur Semrel. Une telle réflexion d'ensemble nécessite en priorité de répondre aux attentes de mobilité, d'espace et de sociabilité des Rennais. Il est nécessaire que les décideurs politiques donnent envie d'urbanité à ses concitoyens. Et je ne crois que ce ne soit pas le cas à Rennes et à Rennes Métropole. Certaines villes se sont intéressées dans le détail à toutes les composantes du plaisir à vivre en ville. Marcher, flâner, rencontrer, se poser à une terrasse. Rennes doit réinventer de nouveaux rapports à l'espace, plus variés, mieux proportionnés. Il est cependant possible de rendre la densité ou la compacité désirable. Pour cela, il faut s'efforcer d'offrir, sur un territoire restreint, une grande diversité d'ambiances urbaines. Il s'agit là d'une politique opposée à l'actuelle uniformisation de nos formes urbaines à Rennes. Et là encore, vous y êtes pour quelque chose. C'est en définitive le critère de la qualité urbaine qui permettra de transformer positivement le visage de notre urbanisme. En effet, outre la quantité de logements que vous produisez, il y a le style sans style que vous donnez à la ville. Au gré des récentes réalisations, nous regrettons une certaine uniformisation que vous constatez également, ce qui ne veut pas dire harmonie, et qui efface peu à peu l'histoire de nos quartiers. Quelle est l'identité des nouvelles constructions de la métropole depuis 10 ans? Vous étiez déjà là. À de rares exceptions, en quoi sont-elles rennaises et se distinguent-elles des constructions que nous pourrions trouver dans le nord, l'est, l'ouest, le sud de la France? Trop peu de réalisations dans notre ville sont inspirées par ce qui fait la marque architecturale locale. Au contraire, ces immeubles qui poussent dans les artères qui quadrillent la ville dégagent un sentiment de ville anonyme. Il y a d'ailleurs un vrai paradoxe d'imposer de très fortes contraintes aux bâtisseurs de notre ville, architectes, promoteurs, ce qui induit nécessairement des constructions identiques dans tous les quartiers, donnant ainsi un sentiment de ville anonyme et qui ne respecte pas l'identité des quartiers. Par ailleurs, cette densification aujourd'hui nécessaire à Rennes résulte des échecs de votre politique, notamment de mobilité. Je m'explique. Je ne suis pas sûre que la majorité des néo-rennais avaient le souhait de s'installer dans Rennes intra-rocade, dans un petit collectif, dans un T3, sans jardin. Je pense plutôt que ce choix s'est imposé à eux, parce que, habitant à l'extérieur de Rennes, il faut plus de 30 à 60 minutes qu'ils passent dans les transports le matin et le soir, dans leur voiture, par manque de cadence, par manque d'offres, par des tarifs trop onéreux pour les familles, sans solution alternative. A fortiori, parce que les centres économiques constituent à être concentrés dans le cœur de la ville, par exemple Euro-Rennes, qui, entre parenthèses pour l'instant, sert de zone de relocalisation de sièges, auparavant un peu excentrée, plutôt que de zone d'accueil de nouvelles entreprises. Le critère de mobilité, et donc de la responsabilité de Rennes Métropole, est un critère crucial. Il est certainement possible, dans chaque quartier de notre ville, d'agrémenter les déplacements de nos concitoyens par des éléments architecturaux, des mobiliers urbains et autres, à la recherche d'un certain désir de découvrir sa propre ville sous un nouvel angle. Comme vous le disent également régulièrement les Rennais, cette densité ou densification s'est trop longtemps faite au détriment du respect du patrimoine. Ferme du Grand Cussillé, hôtel de la rue de Redon, hôtel des Demoiselles, hôtel particulier de l'avenue d'Aristide-Briand, villa du boulevard Volnay, immeuble du Bonnet, rue de l'Alma. Voici une liste évidemment non exhaustive d'éléments patrimoniaux historiques, contemporains ou industriels de notre ville qui ont été démolis ces dernières années. À qui le tour? Laisserons-nous nos quartiers perdre au fil du temps ce qui fait leur personnalité, leur silhouette ou tout simplement leur histoire? Au-delà du centre-ville, de son secteur sauvegardé, chaque quartier recèle des traces du passé qui pourraient être mises en valeur plutôt que d'être démolies. Ce n'est pas la stratégie des municipalités qui se sont succédées à Rennes depuis plusieurs années et nous le regrettons. Une grande majorité de Rennais est attachée à l'histoire de leur quartier. Ils souhaitent préserver une diversité architecturale pour conserver les symboles les plus marquants du passé, plutôt que d'uniformiser l'architecture des quartiers. Au contraire, il faut différencier leur architecture et mettre en valeur leur patrimoine témoin de leur histoire et celle de leurs habitants. Aujourd'hui, acteurs patrimoniaux et décideurs doivent trouver un compromis pour mettre fin aux trop nombreuses démolitions.
privilégier un développement urbain plus respectueux de l'existant en mettant davantage en valeur le patrimoine permet de respecter l'identité des quartiers qui fait vivre la ville. C'est aussi cela, un quartier cohérent. Un quartier se doit d'être cohérent sur sa densité, ses formes urbaines, le respect de son patrimoine, mais aussi sur sa capacité, cela a été abordé également, à accueillir ses nouveaux habitants dans de bonnes conditions. Comment imaginer, alors que vous avez fait sortir de terre des quartiers entiers, que de si nombreux nouveaux habitants ne bénéficient pas de structures, pas d'écoles, pas d'associations, pas de salles pour faire du sport, pas de commerce pour les accueillir? Vous allez nous dire qu'il faut aussi un certain nombre d'habitants, déjà habitants, vous me l'avez déjà dit, dans le quartier, pour que tout cela soit rentable. Et je vous rejoins quand il est question pour certains habitants de réclamer des commerces tout en refusant d'y faire leur achat. Mais quand même, certains quartiers sont de véritables dortoirs et les nouveaux habitants découvrent que les promesses de commerce, d'école, de vie associative sont sans cesse repoussées à leur plus grand regret. Alors non, Monsieur Semril, les Rennais ne sont pas égoïstes et nous en avons encore une belle illustration ce soir. Et oui, les Rennais, dans leur très grande majorité, sont prêts à assumer le développement de leur territoire et à accueillir de nouveaux habitants. Mais pas à n'importe quel prix. Le contexte bâti, végétal et patrimonial du quartier qu'ils aiment, dans lequel ils vivent, doit être respecté. Et pas en marche forcée, ce qui ne permet pas d'accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux habitants. À l'aube d'un nouveau projet pour Rennes, nous voulons renverser la hiérarchie des priorités. 40 ans, c'est un anniversaire important. Le bilan des 40 ans de votre majorité, c'est cette densité mal intégrée dans la vie des Rennais. Votre politique du chiffre, nombre de logements, prix au mètre carré, ne correspond pas au vécu des Rennais. La quantité seule n'est jamais gage de qualité. Nous voulons renverser la hiérarchie des priorités pour Rennes et reconsidérer le seul objectif chiffré du nombre de logements pour permettre à Rennes d'accueillir ces nouveaux Rennais et de les intégrer plutôt que de courir toujours après une politique du chiffre. Cela peut vouloir dire faire une pause dans l'augmentation permanente du nombre de logements ou du moins de ne pas surpasser l'objectif de 1500 nouveaux logements pour Rennes. Le bilan de vos 40 ans, c'est ce patrimoine appauvri, l'atteinte au patrimoine architectural et paysager de certaines zones. Vous êtes comptable de tout ce qui s'est détruit, vous, votre majorité. Votre politique du chiffre à tout prix ne vous permet pas de conserver certains éléments patrimoniaux en les intégrant dans des constructions neuves. Alors oui, la ville se reconstruit sur elle-même et moins de 1% de logements est détruit chaque année. Mais ce sont c'est 1% particulièrement visible. Nous voulons renverser la hiérarchie des priorités et mieux intégrer le patrimoine rennais dans la ville de demain. Le bilan de vos 40 ans, c'est, à de rares exceptions près, ce style sans style qui donne le sentiment d'une ville anonyme qui n'a pas su conserver sa marque architecturale locale. Nous voulons inverser la hiérarchie des priorités et faire confiance aux dessinateurs et aux constructeurs de cette ville pour leur permettre d'être plus audacieux, pour permettre à cette ville d'être plus audacieuse tout en étant baignée de son histoire patrimoniale. Le bilan de vos 40 ans, ce sont des transports saturés, avec une politique du tout intra-rocade. Nous voulons inverser la hiérarchie des priorités et faire évoluer les modes de transport à Rennes, développer des mobilités douces, non pas par la contrainte, en chassant la voiture et en punissant les gens qui l'utilisent, mais bien en proposant une diversité de modes de déplacement qui allient transport en commun, mobilité douce et surtout en intégrant dès la conception de nouveaux projets urbains les nouvelles mobilités qui permettront aux nouveaux habitants de choisir et non de subir leur mobilité. La nature en ville, et en creux, le reproche fait très souvent à Rennes d'être trop minérale, trop bétonnée, ça a encore été dit également ce soir. La nature en ville est perçue dans le quotidien immédiat des Rennais, dans leur logement, leur immeuble, leur déplacement du quotidien. Ce n'est pas uniquement une question de nombre d'arbres par habitant, encore votre politique du chiffre, qui certes, à Rennes, avec notamment de grands parcs comme au Gailleul, et récemment les Prés Saint-Martin, qui étaient déjà là avant, mais qui ont été rénovés, c'est pas nouveau. Ce ne sont pas donc avec ces grands parcs que les Rennais, ce ne sont pas uniquement avec ces grands parcs que les Rennais peuvent mettre de la nature dans leur quotidien. Nous voulons renverser la hiérarchie des priorités et notre responsabilité sera de réussir
à réintroduire la nature dans le quotidien des Rennais. Enfin, en matière de co-construction, de démocratie participative, nous voulons inverser la hiérarchie des priorités en faisant vraiment confiance aux habitants, en ne faisant pas croire qu'on va les concerter en leur donnant des solutions toutes faites. Si vous ne voulez pas les concerter, vous ne leur dites pas que vous allez les concerter. Si vous les concertez, vous les écoutez. Nous voulons faire de Rennes une ville des courtes distances, une ville qui prend soin de l'accueil de ses nouveaux habitants, une ville qui fait confiance à ses bâtisseurs pour se reconstruire sur elle-même de façon audacieuse, mais aussi respectueuse de son patrimoine, une ville qui ne soucie pas que des chiffres et la quantité, mais qui veille à préserver la qualité de vie de ses habitants dans leur quotidien, une ville respectueuse de son environnement et innovante dans la construction écologique de ses nouveaux quartiers. Vous le voyez, Madame la maire, tout cela n'est pas une question de hauteur de tour, comme M. Semril aime à le résumer. Dans votre méthode de concertation verticale, que j'ai déjà eu l'occasion de détailler ici, et qui vise à informer plus qu'à concerter, vous dites vouloir organiser une concertation. Plus vous voulez organiser une concertation, plus vous produisez une frustration. Dans cette méthode de concertation verticale, M. Semril avait sèchement répondu aux habitants que, de toutes les façons, il était élu jusqu'en 2020. Le fameux « cause toujours », ou alors s'exprimer dans les urnes ou devant un juge. Au lieu de tuer le débat dans l'œuf, en annonçant votre réponse avant même que ce débat ne se tienne, dans un article de la presse locale récemment, monsieur l'adjoint à l'urbanisme, et au lieu d'affirmer qu'il y a une minorité de projets qui suscitent des réactions, interrogez plutôt la réponse que vous avez apportée depuis des années à ces citoyens qui se mobilisent et que vous avez grandement découragés. En mars 2020, les Rennais choisiront un nouveau projet municipal. Nous leur proposerons une traduction concrète des grandes orientations que je viens de présenter. Notre responsabilité sera de leur proposer un projet d'urbanisme à taille humaine et concerté, tout en gardant l'ambition de faire de notre métropole une métropole attractive et qui respecte ses habitants. Madame la maire, pour terminer, ce week-end, en échangeant avec un Rennais à propos de ce thème de la densité et de la cohérence des quartiers, sa réponse a été glaçante. « Ah, me dit-il, c'est un sujet très important. Enfin, bon, il est déjà trop tard. Mais bon, espérons qu'il n'est jamais trop tard. » Je vous remercie. Monsieur Theuriet.